Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, les rayures du zèbre, une voie historique, les propriétés des toiles d'araignée et la physique du ricochet. Comment se fait-il que le zèbre soit rayé? La réponse classique, celle proposée par le biologiste britannique Wallace au XIXe siècle, c'est que les rayures permettent aux zèbres de se fondre dans les hautes herbes de la savane. Logique, mais faux, car les zèbres vivent surtout dans les zones de basse végétation, et que dans ce contexte, leur pelage les rend aussi discrets que la reine d'Angleterre dans une foule. Alors à quoi peuvent donc bien servir ces rayures? Des chercheurs hongrois et suédois pensent avoir résolu l'énigme. Les rayures rendraient l'animal invisible, non pas aux prédateurs, mais aux insectes suceurs de sang, comme les taans, qui sont d'importants vecteurs de maladies. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont disposé à proximité d'une écurie des pièges à insectes noirs, blancs, quadrillés, rayés verticalement ou horizontalement, finement ou grossièrement. Ils ont même installé dans les écuries des maquettes de chevaux, blancs, noirs ou marrons, ou rayés, ou encore des mosaïques complexes de carrés et de traits. Ils ont ainsi pu montrer que les rayures, particulièrement quand elles étaient irrégulières, attiraient moins les taans. Elles rendraient en effet le piège ou la maquette ou le zèbre invisible, du moins dans le système de vision polarisé des insectes suceurs de sang. Ceci expliquerait que ce trait de caractère ait été sélectionné au cours de l'évolution. En 1890, Thomas Edison tentait de populariser le phonographe, un appareil capable d'enregistrer des sons sur un cylindre. Pour ce faire, il avait envoyé l'un de ses collaborateurs en Europe afin d'enregistrer des pièces musicales, mais aussi la voix d'hommes influents. Or, récemment, des chercheurs du laboratoire Thomas Edison ont ressorti des collections des cylindres anonymes. À l'aide d'un archéophone, ils ont fait parler les enregistrements et les ont convertis en fichiers numériques. Et surprise, sur l'un des rouleaux, ils ont reconnu la voix de Otto von Bismarck, le premier chancelier allemand. Il y lit ou récite un texte en anglais, en allemand, en latin et même en français. En tendant l'oreille, on reconnaît en effet un bout de la Marseillaise. Un clin d'œil qui ne manque pas de piquant vu que Bismarck a participé à la défaite de la France lors de la guerre de 1870. L'identification de l'homme politique s'est faite grâce à des documents retraçant le périple européen du collaborateur d'Edison, mais aussi grâce à une allusion, dans les textes prononcés, à la région natale de Bismarck. Dans les quelques cylindres exhumés, les experts ont aussi retrouvé des enregistrements musicaux, comme cette mélodie hongroise jouée au piano. Dans une toile d'araignée, les fils peuvent changer de propriétés physiques en fonction de la nature des forces appliquées. C'est ce que montre une équipe américaine après avoir étudié le mode de déformation d'une toile d'araignée. Ainsi, sous l'action de forces très faibles, comme le vent, la soie s'assouplit et s'étend à loisir, ce qui permet à la toile de conserver sa structure. Mais quand la pression est plus localisée, la soie s'étire brusquement, les parties les plus étirées deviennent rigides et cassent si besoin. Au final, ces dommages restent localisés, ce qui permet à la toile de rester fonctionnelle. Ainsi, la solidité des fils d'araignée n'explique pas à elle seule la solidité de la toile. Les propriétés mécaniques du fil, entre autres celles qui lui permettent de modifier son comportement en fonction des pressions exercées, sont aussi en cause. Quand les scientifiques s'ennuient, ils jouent à la balle, ou plutôt au bal. Une équipe américaine a ainsi cherché à comprendre pourquoi certaines balles étaient capables de ricocher sur l'eau quand d'autres non. Pour répondre à cette question cruciale, les chercheurs ont étudié 3 balles présentant des coefficients de restitution différents, c'est-à-dire qu'elles rebondissent plus ou moins bien. Celle qui rebondit le moins est celle qui se déforme le plus et qui amortit le mieux la chute. Bref, les chercheurs ont lancé ces balles dans l'eau et ont observé la cavité creusée par le projectile. Certaines s'enfoncent quand d'autres rebondissent comme si de rien n'était. Et curieusement, celle qui rebondit le mieux sur l'eau est celle qui ne rebondit quasiment pas au sol. L'explication est simple. Au contact de l'eau, cette balle se déforme et s'aplatit. Résultat, elle se comporte comme une pierre plate qui ricoche. Sauf que contrairement à cette pierre qu'il faut lancer avec un angle précis pour obtenir un ricochet, cette balle, elle, rebondit quelle que soit la situation et l'angle d'attaque. Voilà, ce numéro est terminé. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.
À la semaine prochaine.